Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque d'Animal Lecteur. On est le 7 janvier 2012. Avant de vous lire un extrait d'entretien qu'a donné Eugène Ionesco, je veux faire le point sur ce projet de lecture en ligne que j'ai commencé sur un coup de tête il y a un peu plus d'un mois. Grâce à Google Analytics, j'ai pu analyser les vidéos qui ont été vues plus de 2000 fois, je ne sais si c'est beaucoup, et qui ont été vues également dans plus de 25 pays, dont le Soudan, ce qui est plutôt étonnant, que le groupe d'âge des internautes qui visionnent mes vidéos se situe entre 45 et 55 ans, et qu'à 90%, il est de sexe masculin. Je suis effaré devant cette technologie. Je me sens comme un aborigène découvrant son visage dans un miroir, à la fois effrayé et étonné. Euh, je voudrais aussi que les internautes qui regardent ces vidéos viennent se joindre à moi via ma page Facebook. Mon nom est Bruno Lalonde et vous pourrez évidemment me reconnaître sur une petite vignette. Il y a un arrière-plan de livre. Car cette photo-là a été prise à ma librairie. Je suis libraire d'occasion à Montréal depuis une vingtaine d'années. Alors, je suis curieux de connaître certains d'entre vous. Alors, donc, ce matin, je lis un entretien d'Eugène Ionesco. Eugène Ionesco, face aux philosophes, n'êtes-vous pas en train de dire « je n'adhère pas, donc je suis ». Adhérer, c'est se soumettre au dogmatisme. Je n'adhère pas, donc je suis, en effet, parce que tout dogmatisme paralyse et aliène. Pour s'en préserver, il faut conserver une liberté vis-à-vis de toutes les affirmations et vis-à-vis de ses propres affirmations. Bien entendu, la position est très difficile à tenir, très peu confortable, car il est très commun de maintenir ses déclarations, de garder la même ligne, de reproduire les pensées des autres, et cela une fois pour toutes. Ce qui est difficile à la fois, ce qui est authentique, c'est de n'être jamais sûr de rien. Je vous disais que la situation est inconfortable. En effet, elle est à ce point inconfortable que je ne sais plus du tout à quoi m'accrocher. Vous montrez que vous savez contester vos propres contestations, que vous ne vous éternisez pas dans une opposition. Mes contestations, je ne les conteste ni ne les conteste pas. Elles sont là comme en dehors de moi. Je suis à une époque de ma vie où il me semble avoir tout dit de ce que je pouvais dire, et malgré mes attitudes un peu particulières, j'ai l'impression tout de même de me rattacher à une forme de pensée plus partagée qu'on ne le croit. Est-ce une communauté extra-historique? Je crois à la véritable communauté des hommes libres et extra-historiques, c'est-à-dire que les problèmes fondamentaux ne sont jamais débattus sur la place publique. Vous participez de la solitude, de la singularité qui peut être le dénominateur commun de tous les individus. On est tenté de paraphraser la formule célèbre et de dire avec vous, solitaires de tous les pays, unissez-vous. Je crois que j'ai prononcé cette formule, il me semble. Elle me semble être de vous. En tout cas, elle m'irait bien. À défaut d'y voir une solution, ne peut-on percevoir une certaine voie de résistance et de défense pour l'individualité? Contester une affirmation quelconque entraîne la certitude de ne faire que des demi-affirmations, d'apporter des demi et des quarts de lueur. Quand on ne fait pas d'affirmation, on est sûr au moins de ne pas se tromper. Je trouve que la minorité silencieuse est une minorité pensante ou une majorité pensante.
Pensant à peu près, c'est une pensée approximative qui n'est pas encore formulée, qui ne se formule pas, mais qui n'empêche pas les gens d'agir comme sous l'effet d'une suggestion venue d'ailleurs, sous l'effet d'une hypnose. Et la preuve est que la majorité dite silencieuse fait des choix. On ne sait pas très bien selon quels critères, mais on a l'impression qu'ils ont des débuts de critères, des demi-critères, des restes de critères. D'ailleurs, la majorité silencieuse est une majorité pensant mal, pensant insuffisamment, et tous ceux qui pensent bien pensent mal de toute façon. J'ai l'impression de faire partie de cette majorité silencieuse qui parle. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être, comme vous le dites, quelqu'un qui résiste. J'ai toujours eu la tentation de m'opposer aux affirmations publiques, aux affirmations générales, parce que chaque affirmation que l'on fait est en réalité un slogan. Les idéologues occidentaux qui parlent de lutte de classe, de société idéale ou de dogmes politiques plus précis ne faisaient qu'emprunter les slogans qui étaient bien formulés et bien pensés et bien répandus. C'est-à-dire que ce que je reproche aux idéologues occidentaux et aux idéologues français, c'est de n'avoir pas jugé, je pense à la politique, de n'avoir pas jugé sur des faits, mais sur des idéologies, sur des slogans. Je ne sais pas si j'ai dit la dernière fois que je n'apprécie les nouveaux philosophes que jusqu'à un certain point, parce qu'ils répondent par une négation à des affirmations idéologiques et ce ne sont pas des gens qui ont constaté, qui ont éprouvé les faits. Par exemple, l'aveuglement politique qui fait qu'on croyait au système de pensée que nous proposaient les pays de l'Est, sans se soucier de ce qui se passait derrière. Un jeune philosophe, Alain Besançon, a dit que la société soviétique était une société surréaliste, dans un autre sens que le surréalisme de Breton. Il y avait une réalité de base, et en superstructure à une super-réalité à laquelle la réalité devait se conformer. Et si cette réalité ne se conformait pas à l'idéologie, on considérait qu'elle s'y conformait quand même. C'est une des raisons pour lesquelles il y a tellement de gens de gauche. Ils croyaient à l'utopie envers et contre tout et ne connaissaient pas la réalité de l'idéologie. Un écart, sinon une contradiction énorme. Oui, je vous disais, ce qui est très grave et absolument ahurissant dans le nazisme, le fascisme, c'est que non seulement une pensée plus ou moins philosophique pouvait se développer à l'abri de certaines formules, mais que la culture tout entière pouvait être modifiée et qu'il pouvait y avoir des mathématiques nazies, il pouvait y avoir, et il y a eu, des biologies nazies, il y avait une histoire nazie, si bien que la vérité est absolument contestée. Elle est complètement mise à l'écart et on se demande même si la vérité existe quelque part. Ceux qui savent occupent le pouvoir dans une spécialité autour d'eux. La foule de ceux qui ne savent pas. C'est une situation qui prédispose justement à des aventures totalitaires. Il y a toujours eu cela dans la pensée du totalitarisme. Mais si on n'éteignait pas la voix des solitaires, on pourrait y voir qu'il y a une communion humaine, une communion des problèmes fondamentaux, qu'il y a des angoisses fondamentales qui sont en dehors des idéologies, c'est-à-dire qu'il faudrait retrouver les modèles archétypes de l'inconscient collectif. Vous avez écrit récemment que les intellectuels se trompaient depuis 30 ans. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui il y a un espoir pour ceux qu'on appelle les nouveaux philosophes ne se trompent pas ou pensez-vous qu'ils se trompent encore? Ils se trompent et ils ne se trompent pas. Ils se trompent dans le diagnostic. Ils se trompent et ils ne se trompent pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont raison par malentendu, puisque, comme je viens de vous le dire, leur réaction idéologique, la réaction de ces idéologues, ne vise pas et ne s'oppose pas à la vérité existentielle. Mais c'est une idéologie contre une autre idéologie, c'est-à-dire que c'est une surréalité. On a l'impression qu'ils ont raison avec nous parce que nous croyons à certaines choses qui sont peut-être aussi des erreurs subjectives. Mais je n'ai pas l'impression que ce sont des réponses, que ce sont des constatations, que ce sont des systèmes bien enchaînés sur les faits. Les gens perspicaces, les gens qui voient les failles du système, bien sûr,
il y a eu quelques résistants anti-nazis au temps du nazisme, en Allemagne même. Mais moi, je me souviens à quel point ils étaient méprisés, ironisés, ridiculisés et calomniés. Il y avait quelque chose comme une énorme force, comme une énorme poussée irrationnelle, et qu'il était presque impossible d'y résister. J'avais déjà dit qu'il était difficile d'y résister, parce que les intellectuels se faisaient les serviteurs de cette force irrationnelle, si bien que ce qu'on appelait l'intelligentsia ne faisait qu'appuyer le nazisme sur tous les points, sur le plan biologique, sur le plan historique, sur le plan sociologique, économique, etc. Ils avaient inventé un nouveau type de civilisation, et je me demande si finalement tous les types de cultures ne sont pas basés sur des erreurs fondamentales. D'ailleurs, les cultures trébuchent et finissent par sombrer. Au nom de quelle vérité? C'est presque impossible à définir. Les gens qui étaient contre le nazisme savaient que le nazisme avait tort, mais ils ne savaient pas très bien pourquoi. Ils exprimaient peut-être une sorte de conscience humaine entre la conscience et l'inconscience, mais ils avaient raison, sans avoir la possibilité de le démontrer, d'autant que les nazis avaient des universités, des laboratoires, des instituts scientifiques, où les nouvelles vérités se formaient, se confortaient et se répandaient. Vous dites que les cultures peut-être se fondent sur des erreurs. Est-ce à dire que la culture pourrait se définir comme une sorte de récupération par la politique de la production artistique ou de l'expression créatrice? C'est une question que vous deviez me poser. Je crois qu'en effet qu'elle est une projection de la subjectivité. Je crois que la culture est l'exploitation des impulsions poétiques, des impulsions artistiques, qui se fondent sur les archétypes de notre inconscient collectif. Le fait de prendre une position à un moment donné, émotionnellement, entraîne des malentendus, parce que des années après, ceux qui ne prennent que des engagements idéologiques s'y tiennent ou passent à l'opposé. Et on dit, ce sont de nouveaux engagements. Alors que l'on critique celui qui ne fait pas de ses prises de position un dogme et qui, de lui-même, fait toute réserve sur la signification circonstancielle de ses messages, ou de cet article, ou de cette tribune libre qu'il a publiée à tel moment. Cela, je crois, vous est propre. À partir du moment où vous réfléchissez, des années après, sans doute, votre doute englobe lui-même ce que vous avez pu exprimer lorsque vous avez affirmé quelque chose ou vous prenez une certaine distance. On se demande toujours si on n'a pas eu tort d'avoir eu raison. C'était Bruno Lalande, en direct de sa bibliothèque. Merci, au revoir.